Voilà, donc bienvenue à ce webinaire. Donc l'objectif, c'est vraiment l'estimation avant le passage d'un installateur du potentiel solaire des différents pans de toiture de bâtiments. Et donc c'est un webinaire qui est fait par Énergie Commune, mais pour le compte de la région Wallonne. Voici l'agenda de la présentation, donc introduction et objectifs rapidement, et puis après on va rentrer dans le cœur du sujet qui est la méthodologie du calcul potentiel solaire photovoltaïque. Voilà, le principe global, et puis la dimension photo-interprétation et l'outil Excel dans lequel on va encoder les surfaces qu'on aura déterminées par photo-interprétation. Et puis, il y aura une mise en situation. Donc, on va vous faire un petit exercice de 20 minutes, une demi-heure. Et puis ensuite, on se reverra tous ensemble pour la mise en commun de vos problèmes ou vos solutions. Voilà, petite introduction. Voilà, l'objectif, c'est clairement d'évaluer le potentiel des toitures. Et ça vous permet d'avoir une idée d'un ordre de grandeur d'investissement possible, de nombre de capteurs et de puissance qu'on peut installer, et évidemment aussi de production. Parce qu'on va vous estimer la production possible en fonction de l'orientation et de l'inclinaison. Dans le cadre de l'outil ici, on ne considère pas d'éventuelles diminutions de production liées à de l'ombrage. Donc on néglige l'ombrage. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à faire via de la photo-interprétation avec les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, hein, que vous connaissez vraisemblablement. D'une part, c'est très difficile à faire. D'autre part, avec des outils simples, on a souvent tendance à surestimer fortement l'ombrage. Voilà. Et donc, la partie ombrage est vraiment laissée au passage d'un installateur ou d'un bureau d'études, que sais-je. Ici, c'est vraiment l'idée de dégrossir, mais quand même d'avoir une finesse suffisante. Parce qu'à l'inverse, si on a tendance à surestimer l'ombrage, enfin c'est pas à l'inverse, si on a tendance à surestimer l'ombrage, on a aussi souvent tendance à surestimer les surfaces. Et donc ici, on va voir comment on peut bien calibrer ça. Alors deux outils de photo-interprétation pour déterminer des surfaces. Donc il y en a plusieurs qui existent en fait. Nous on en a retenu deux. Un que vous connaissez certainement tous, c'est Google Maps, qui est peut-être parfois plus simple, intuitif, mais vous verrez à l'usage, parce qu'on va faire une petite démonstration aussi, qu'il peut être assez perturbant en fait. Voilà, parce que parfois quand on veut zoomer un peu plus, on passe en 3D et donc on doit revenir en 2 dimensions et ça ruine un petit peu le travail. Et le zoom n'est pas très profond. Autrement, il y a aussi l'outil Wallon, hein, Wallon Map, qui est peut-être parfois un peu moins intuitif, pour le dire comme ça, quoique, mais qui a comme gros avantage d'avoir un zoom beaucoup plus important, et donc qui permet d'être un peu plus précis. On est un peu moins, oui, on met nos points à un endroit un peu plus clair, quoi. Alors au niveau de la méthode de dessin, globalement, il y en a 3. Alors elles sont en rouge en bas. Donc je dis voilà, on a tendance à surestimer les surfaces en dessinant par rapport à ce qui est réellement installable. Alors c'est pas spécialement qu'on dessine trop grand, c'est que dans la réalité après pour installer un capteur, bien des capteurs photovoltaïques, l'installateur qui va venir, il va déduire quelques centimètres en bordure de toiture au fait du toit, enfin surtout le pourtour au minimum, pour éviter de la prise au vent et être sûr qu'on tienne bien, d'une part. D'autre part, il y a toute la question de quand on installe des panneaux solaires, donc on installe des crochets sur lesquels viennent des rails, et les panneaux viennent s'accrocher sur les rails. Et les crochets, donc le premier élément qui relie les panneaux finalement à l'infrastructure, ces crochets viennent se fixer sur des chevrons de toiture. Et les chevrons sont rarement en bordure de toiture. Donc on a toujours, en fonction de la position réelle des chevrons, nos capteurs qui vont être un petit peu plus à l'intérieur du bâtiment, enfin de la surface de la toiture, alors qu'on aimerait bien peut-être les mettre tout au bord, mais
pour optimiser, mais en fait, dans la réalité, voilà, on est contraint à certains éléments de structure, comme par exemple la position des chevrons. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on va éviter de prendre des surfaces où on dit « Ah, là, j'ai la place pour mettre un capteur, ok, je la prends, je la dessine. » Moi, je vous le conseille. Vous pouvez le faire. Moi, je ne le vous conseille pas. Pourquoi? Parce que l'installateur qui va venir, il va éviter justement de placer un capteur tout seul. Parce que pour placer un capteur tout seul, le capteur doit être bien fixé, et donc il va devoir installer 4 pattes de fixation. Tandis que s'il fait une rangée continue, eh bien, il met 4 pattes de fixation pour 3 à 4 capteurs, ça suffit. Tandis qu'un capteur tout seul a besoin de 4 pattes de fixation pour être bien ancré, quoi. Donc le travail à faire pour installer un capteur isolé est beaucoup plus important et donc beaucoup plus cher en termes de matériel d'une part, mais de temps de pause surtout. Et donc voilà, c'est pas vraiment très intéressant en termes de coût en tout cas, de coût à l'installation et éventuellement de coût matériel puisqu'on démultiplie un petit peu la longueur des rails et le nombre de pattes. C'est pour ça que la règle de base qu'on vous propose, c'est de ne pas considérer des surfaces plus petites que 2 mètres sur 2 mètres. Donc en dessous de 2 mètres sur 2, vraiment c'est une zone qu'on peut considérer comme étant probablement peu installable. Pas dans un esprit de ne pas être trop cher. Hein. Si on veut vraiment optimiser comme des fous, il y a moyen, mais alors on rentre dans une autre logique. Mais il est probable qu'un installateur vous propose de ne pas équiper cette zone-là, ou bien dans vos devis, vous allez peut-être retenir celui qui n'équipe pas ces zones-là parce qu'il est vraiment moins cher. Voilà, mais de nouveau, vous faites comme vous voulez, mais c'est la règle de base qu'on vous propose pour avoir une estimation assez probable de vos surfaces. Ensuite, une fois ayant cette règle de base en tête, on va commencer à dessiner. Alors, 2 manières de dessiner, ou bien on dessine de manière unique, c'est-à-dire je vais dessiner l'ensemble de mon pan de toiture, ou bien je vais le faire par partie. Et si je le dessine de manière unique, ou bien je vais définir un pourcentage d'encombrement, ou bien je vais dessiner l'ensemble de ma surface, et puis je vais dessiner des éléments que je vois dans mon toit, qui sont, dont je veux déduire les surfaces, parce que c'est de l'encombrement en toiture. Il n'y a pas une manière meilleure que l'autre de dessiner, c'est un petit peu en fonction du cas que vous allez trouver et de la manière dont vous voulez faire. Donc je vais prendre rapidement des exemples pour essayer d'illustrer ces 3 méthodes. Alors, je quitte. Voilà, je vais commencer ici. Donc là, je suis sur Google Maps. Et j'ai ce bâtiment-ci qui est relativement simple. Et donc voilà, je suis au maximum du zoom. Hein. Globalement, si je zoome encore, je passe en 3D. C'est ça qui est parfois embêtant. Donc je vais revenir en 2D. Voilà. Donc l'outil de dessin Google Maps, pour ceux qui ne le connaissent pas, je positionne mon curseur, j'espère que vous le voyez tous, je positionne mon curseur ici à un endroit et je clique sur le bouton droit de ma souris ou de mon pad et il me propose de mesurer une distance. En fait ici je vais mesurer une surface, mais c'est le même bouton. Je clique dessus et c'est bon. Et donc j'ai déjà un bouton qui est un point qui est placé. Ah, voilà, alors ça c'est mon point de départ. Donc ici, si j'ai une logique par 2 mètres, vous voyez que je n'ai pas commencé à l'extrême gauche de la toiture, hein. J'ai une toiture ici qui est en trapèze. Donc clairement, on ne sait pas aller mettre des panneaux dans le triangle, dans l'angle de la toiture, ça ne passe pas. Mes panneaux, ils font 1 mètre sur 1,7 mètre environ, plus un peu de marge. Donc c'est pour ça qu'on a évoqué qu'il fallait minimum 2 mètres. Donc ici, je mets ma petite flèche là au-dessus, je reclique, je devine que j'ai 3 mètres et quelques, mais je suis vraiment en bord de toiture, je peux descendre un peu, voilà. Voilà, je suis à 3 mètres et quelques, je vais estimer que c'est bon, je vais un petit peu vers la droite, je refais un petit... Voilà, en fait j'approxime la pente par deux rangées de panneaux, si vous voulez. Donc je dessine un polygone, disons rectangulaire, voilà, je le fais un peu à la louche. Et puis je reviens sur mon premier point, je ne double-clique pas, alors il ne faut pas double-cliquer sur Google, sinon là vous passez en 3D. Et donc j'ai ici en dessous, voilà, on a la surface totale qui m'estime qui est de 238 mètres carrés,
pour le dire comme ça. Donc, ça, c'est une première méthode. Et donc, j'ai dessiné un polygone, disons, et j'essaye d'avoir des côtés qui font minimum 2 mètres. Et je suis au zoom maximum de Google. Et donc, ça, c'est l'idée du dessin unique. Et ici, j'ai dessiné donc, mon pan de toiture en un dessin unique. Et vous verrez dans l'outil Excel que Olivier va vous présenter que je peux déterminer un pourcentage d'encombrement. Ici, j'ai rien qui encombre ma toiture. Donc, pourcentage d'encombrement, c'est 0. Par défaut, je pense que c'est 0. Il faut que Olivier confirme ça. Et donc voilà, j'ai mon dessin unique en polygone et pourcentage d'encombrement 0. Donc, le 100% de ce que j'ai dessiné est en théorie utilisable. Mais ce que j'ai dessiné n'est pas 100% de ma toiture. Ça, c'est sur Google. Je vais faire la même chose sur Wallon Map. Voilà. Je vais fermer ça. Donc, sur Wallon Map, vous voyez que j'ai une capacité de zoom nettement plus importante. Ce que je trouve personnellement appréciable, mais chacun fait sa vie. Et donc, pour mesurer, ce n'est pas un bouton gauche ou droit, c'est ici, en haut. Bon, on peut dessiner, mais moi ici, je veux mesurer. Donc, je clique sur le bouton mesurer et j'ai l'icône ici à droite qui s'ouvre, qui me propose de soit mesurer une longueur, une surface ou un profil d'altitude. Mais nous, c'est ici, bien entendu, la surface qui nous intéresse. Et donc, je vais faire le même dessin, la même logique de dessin que sur Google. Donc, je clique sur mesurer une surface et donc maintenant, je peux commencer. Et là, je clique avec ma souris, je vais venir un petit peu plus à gauche parce que je suis un peu plus précis. Donc, j'ai simplement cliqué, alors je monte ici mon curseur, je reclique une fois pour mettre un point. Voilà, et on voit, si vous voyez je vais bouger mon curseur, mais ça ne va pas aller. Si vous voyez ici à droite dans ma boîte, j'ai du périmètre, à savoir aussi la longueur de mon premier segment, et alors j'ai la surface ici en haut. Et donc avec mon premier segment ici, je l'ai placé là, donc je vois que je suis à 6 mètres. Donc en réalité, là je sais mettre je sais mettre au moins 2 rangées de capteurs sur la hauteur que je viens de dessiner. Donc en fait, je vais double-cliquer, pour redessiner un petit peu plus à gauche, pour optimiser un peu ma toiture. Donc je clique ici, pas trop en bordure non plus, parce que j'ai commencé, je reclique là, hop, voilà, et donc là je suis à 3,4 mètres quasiment et donc c'est bon, et donc je viens ici tirer un petit peu, j'estime que je suis encore du coup à 2 mètres, hop, et en fait, avec ce dessin-ci, tout en gardant de la marge à gauche et droite, je peux estimer qu'en réalité, donc chaque fois que je mets un point, je clique sur ma souris. En approximant, en escalier, si vous voulez, ma pente de toit, je peux mettre 3 rangées de capteurs sans trop de soucis sur ce pan de toiture. J'ai gardé de la marge au-dessus, donc au fait du toit et à la gouttière, disons. Et donc, je double-clique. Et voilà, là, je peux bouger ma souris, le dessin ne bouge plus. Je peux faire un screenshot, une prise d'écran si je veux, pour l'enregistrer quelque part. Et en tout cas, j'ai ici voilà, 242 mètres carrés utilisables, installables. Voilà. On observe ici qu'il y a des petits... Je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc sur Wallon Map, comme on sait mieux zoomer, il y a des détails qu'on peut voir. Je ne sais pas très bien ce que ça peut être, là, en bordure de toiture. À mon sens, ce genre de petits détails n'est pas considéré comme des encombrements, ça a l'air tout petit. En plus, c'est des bâtiments normalement que vous connaissez, une fois que ce sont les vôtres, et donc c'est vous qui pouvez aussi mieux estimer, en ayant vu la toiture, si c'est à supprimer ou pas. Donc si je compare ici le dessin que j'ai pu faire dans Wallon Map, qui me donne 240, on peut arrondir à la baisse, 240 mètres carrés, et sur Google ici, où j'avais 238, donc on est quasiment pareil en fait. Donc à la louche, c'est pas mal. Ici, peut-être que c'est plus agréable à dessiner. Voilà, c'est un peu... Et je pense que c'est plus précis. Donc ça, c'est le dessin différent Wallon Map Google avec...
je vais retourner dans la présentation. Ce qu'on vient de faire ici, c'est du dessin unique. On a fait une zone donc, rectangulaire ou en tout cas polygonale, disons, avec 2 mètres de côté. Et du coup, par rapport à la surface que j'ai dessinée, je définis le pourcentage d'encombrement. Et donc ici, il est de 0%, c'est assez facile. Je retourne dans mes dessins. Je vais chercher un autre exemple pour vous illustrer une autre méthode. Alors, j'avais repéré un bâtiment. Ah ben, il est juste à côté en fait. Donc, on pourrait imaginer celui-ci, je suis au maximum du zoom. Donc, par exemple, celui-ci. Celui-ci, ben, on peut voir qu'on a des lucarnes là, en toiture. Voilà, c'est une toiture plate. Alors, ici, on est dans une toiture en pente, mais ici, c'est une toiture plate. Mais ça, mon collègue vous expliquera tout à l'heure comment on gère ce genre de choses. Ici, on est juste sur la logique du dessin et de la détermination d'une surface par photo-interprétation. Et donc, j'ai ce bâtiment-ci. Et donc, si je refais la méthode précédente, donc je clique sur le bouton droit, je mesure une distance. Voilà, je viens dessiner ma surface. Comme il est plat ou quasi, je considère qu'en fait, je peux tout dessiner. Je fais une surface ici homogène. Hop, j'arrive au bout. Voilà, j'ai 210 mètres carrés, disons. Eh bien, ici, j'ai 210 mètres carrés, mais j'ai des obstacles, j'ai des encombrements de toiture. Je retourne dans mon petit PowerPoint pour vous montrer. Donc, j'ai des encombrements. Alors, soit je dessine la surface unique, et ça veut dire que je peux dessiner des surfaces à déduire. Donc, si je reviens sur Google, j'encode quelque part les 210 mètres carrés que j'ai définis. Et puis, je peux m'amuser, si je le souhaite, à essayer de venir dessiner. Alors, je vais en faire qu'un, puisque ça a l'air d'être homogène. J'essaie de dessiner, c'est pas très facile, parce que Google n'est pas très précis. Voilà, j'ai, disons, 6 mètres carrés par lucarne que je peux enlever. J'en ai 4. Et donc, je peux dire que j'enlève 24 mètres carrés de la surface que j'ai préalablement dessinée. Si vous faites cette méthode, moi, je vous invite à la faire ici, parce que éventuellement, c'est plus précis au niveau de la manière dont vous pouvez positionner la souris. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, je dessine, je vais le faire en très vite. Je dessine ma surface. Voilà. Hop. Hop. Oups. Double-clic ici sur Wallon Map. Ici, j'ai 214 mètres carrés. Et puis, je redessine les surfaces. Pour avoir une idée, je peux un petit peu autour, c'est pas un problème. Il vaut mieux les dessiner plus grands que petits. Et double-clic 4 mètres carrés. Google me donnait 6. Je pense que oui, on peut prendre 5 certainement. Donc je vais retirer un bon 20 mètres carrés de la grande surface. Ça, donc, alors c'est peut-être pas super pertinent ici, mais je reviens dans le PowerPoint, c'est le point 2 ici. Donc j'ai décidé une surface unique, et puis plutôt que de déterminer un pourcentage d'encombrement, j'ai dessiné les surfaces à déduire. Si je reste dans la méthode 1, je reviens ici, je dessine ma surface, et puis je peux estimer que j'ai, je ne sais pas, 15% d'encombrement. Mais ça, vous le verrez. Donc, je peux garder la méthode 1, je dessine un seul polygone, je prends ma surface et j'estime à la vue que j'ai 15% d'encombrement. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous, pour tout le monde? J'ai essayé d'illustrer les deux méthodes ici. Donc, la méthode, disons, de dessin unique, qui estime un pourcentage d'encombrement entre 0 et 75. Si c'est 100%, ça ne vaut pas la peine de dessiner. Ou bien la méthode avec les surfaces à déduire. Pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Ok, alors je vais... Ah, pardon. Oui. John Voss, peut-on appliquer un facteur en pourcent considérant que la superficie est un plan incliné? On l'adresse tout à l'heure, la question de l'inclinaison, si vous voulez. Mais a priori,
pourcentage par rapport au fait que c'est incliné ne change pas grand-chose. Les distances sont orthorectifiées. Dans Wallon Map, les distances sont orthorectifiées de toute façon. Donc, les distances que vous dessinez en 2 dimensions correspondent à la réalité si la pente est en pente. Si la pente est importante. Ça inclut les 3 Ça dimensions. inclut, ouais, c'est ça. Sur Wallon Map, les photos sont on parle d'orthorectification. Entre un point A et un point B, vous avez la distance réelle, quoi. Donc si c'est plat, c'est la même chose, mais si vous êtes en pente, forcément la distance entre A et B est plus grande dans la réalité parce que c'est l'hypoténuse finalement d'un triangle. Mais sur Wallon Maps, c'est corrigé. Donc vous avez la mesure de l'hypoténuse, pour parler en termes un peu plus mathématiques. Mais du coup, est-ce que ces 2 logiques de dessin sont comprises? Ou quelqu'un a une question, un doute? Ok. Alors, juste la troisième par partie. L'idée là, ici, c'est de dire, bon, je vais reprendre cet exemple-ci, je vais rester ouais, je vais faire les 2 en fait. Je vais aller sur Google, et je pense que c'est ici qu'on voit quand même l'avantage de Wallon Map quand on a des petits dessins à faire. Ici, l'idée par partie, c'est de dire, ben non, en fait, moi, je ne vais pas m'amuser à essayer de déduire en pourcentage parce que j'arrive pas à estimer, d'une part. D'autre part, je ne vais pas commencer à dessiner tous ces petits trucs, ça me prend un temps dingue, c'est pas précis. Ok, donc l'idée c'est de dire je vais faire différentes parties homogènes et rectangulaires. Donc ici, qu'est-ce que je ferais sur cette toiture-ci, moi, si j'étais à votre place? Je dessinerais un petit rectangle, je le fais en interroger pour changer, totalement homogène. Et là, je sais qu'il fait plus que 2 mètres de côté, j'ai pas trop regardé, mais à la louche, je le vois. Là, j'ai 63 mètres carrés, ça je sais que c'est équipable sans problème. Ok. Et donc je retiens ça, je l'écris quelque part, j'ai 163 mètres carrés, pardon. Ensuite, ben, je peux éventuellement faire comme ceci, je vais dire ok, on va mettre aussi des rangées de capteurs ici entre et je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Plus ou moins, j'ai disons 50 mètres carrés, j'arrondis, et je vais pouvoir mettre une troisième rangée de capteurs en dessous de mes lucarnes ici. Hop, pardon. Voilà. Et j'ai 40 mètres carrés. Et donc j'additionne les 3. Donc j'avais 40, 50 et 63 de mémoire. Et donc je suis à 150 mètres carrés utilisables. Et donc je peux, et j'encode dans l'Excel que Olivier vous présentera, 160 mètres carrés pour mon pan de toiture. Ici on considère que c'est un pan de toiture homogène, hein, c'est une toiture plate. Voilà. Évidemment, ce type de travail aussi, en ce qui me concerne, me semble beaucoup plus facile sur Wallon Map, précis en fait. Au moins, je suis sûr de pas trop dessiner et pas assez. Donc, je le fais en même temps que je vous parle, mais je ne sais pas pourquoi. Il faut bien cliquer quand même. Voilà, je double-clique. J'ai 72 mètres carrés. Je refais mon troisième ici, mon deuxième, pardon, qui vient éviter mes lucarnes. Voilà, double-clic, plus ou moins 50 mètres carrés. Ça, c'est assez similaire à ce qu'on avait sur Google. Et alors ici, je le prends là, paf, double-clic, et j'ai 32 mètres carrés. Et donc je somme les 3. Vous voyez qu'on est dans des surfaces hors de grandeur vraiment similaires. Hein. Donc je pense qu'entre Google et Wallon Map, pour une toiture plate en tout cas, vraiment, c'est un peu comme vous voulez. Personnellement, j'aime beaucoup au niveau visuel le zoom de Wallon Map que je trouve plus agréable. Il faut moins plisser des yeux. Donc ça, c'est la troisième méthode. Je reviens dans le PowerPoint. C'est par partie. Assurez-vous d'avoir minimum 2 mètres de côté dans vos polygones, dans vos parties rectangulaires. Et donc, voilà, vous dessinez des zones qui n'ont pas d'encombrement et sur lesquelles on sait relativement facilement mettre des capteurs. Et donc,
vraiment, c'est à vous de voir en fonction du type de toiture que vous allez avoir, ce que vous utilisez comme méthode de dessin. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai ensuite de mon côté? Ah ben voilà, pour le dessin, moi j'ai fini. Et je vais passer la main et la parole, parce que c'est moi qui vais passer les slides. Je vais passer la parole à Olivier, qui va vous montrer, une fois qu'on a ces surfaces, où on les encode, puisqu'on aura un outil Excel à vous proposer, et alors tous les calculs qui sont faits derrière, y compris... enfin voilà. Et donc, voilà. Mais donc, est-ce que ces 3 méthodes sont claires pour vous? Autrement dit, est-ce que quelqu'un a des questions, puisqu'on est en distanciel, donc souvent tout le monde est muté, donc si quelqu'un a des questions, c'est maintenant. Ça pourra revenir après, hein. Il y aura l'exercice, etc. Donc vous pourrez encore en poser après. Olivier, je te passe la parole et je passe le slide suivant. Donc juste peut-être un commentaire. Benjamin n'arrivait pas à zoomer sur Google Maps à moins de 20 mètres sur l'échelle avant de basculer vers la vue Google Street. Et c'est pas toujours, on n'a pas la même chose parce que moi j'arrive à zoomer un peu plus. Là, vous savez que limité autant, je sais pas pour quelle raison. Et alors, donc voilà, je vais vous présenter la méthodologie. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Parce que parfois j'ai un petit souci. OK? On t'entend bien. Super. Donc je vais vous présenter la méthodologie utilisée dans l'Excel que vous allez pouvoir utiliser. Donc je vous ai envoyé ce matin l'Excel par mail. Est-ce que vous l'avez bien reçu? C'est OK, super. Donc le principe, c'est que on va vraiment réaliser, pour chaque pan de toiture, il y aura donc une ligne dans laquelle on va remplir des données. Alors ici, vous voyez, chaque champ orange est à remplir. Alors, donc dans la première, donc soit c'est à remplir, soit c'est vert, et ça, c'est automatiquement calculé. Et vous voyez aussi le type de données qui est demandé. Donc, soit du texte, soit une valeur numérique, soit il y a des drop-down, donc des menus déroulants. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Mais donc, les deux premières colonnes, elles servent vraiment à identifier votre bâtiment. Donc, ce sont des colonnes qui sont assez libres. C'est à vous de dire, ben voilà, tel bâtiment, je le nomme d'une manière qui fait sens pour vous. Et pareil pour le pan de toiture. Donc, c'est à vous d'un peu avoir une nomenclature qui vous soit personnelle et qui fonctionne pour vous. Donc, les deux premiers champs, c'est vraiment identifier le bâtiment et le pan de toiture. Ensuite, la troisième colonne, c'est la surface dessinée. Donc ça, c'est vraiment celle que vous aurez obtenue via ce que Benjamin vient de vous présenter, donc via l'outil de cartographie. Alors ici, il y aura donc soit selon la méthode que vous aurez utilisée, soit vous utiliserez directement donc si vous avez décidé de faire plusieurs surfaces euh, sans retirer un pourcentage d'encombrement, alors vous le rentrez directement votre valeur ici. Et la colonne numéro 5, l'encombrement du dessin, elle, c'est en fait un menu déroulant de 0,25%, 50%, 75%, qui vous permettent de déduire, de retirer une partie de la surface qui est encombrée de manière assez subjective, enfin de manière un peu moins, plus qualitative, pardon. Et donc, ces deux champs permettent d'introduire une surface et de quantifier l'encombrement de manière plus qualitative. Évidemment, si vous avez choisi la méthode que Benjamin a présentée, où vous avez directement vous-même pris des surfaces qui n'étaient pas encombrées, alors il suffira de choisir 0% dans la colonne encombrement, puisque vous avez déjà fait le travail, entre guillemets, en amont. Mais donc, si vous prenez une surface qui contient de l'encombrement, vous avez la possibilité de réduire cette surface de 25, 70, 50 ou 70%. Ensuite, la colonne numéro 4, donc la pente en degrés. Donc ici, vous allez indiquer la pente du toit, du pan de toiture. C'est de nouveau un menu déroulant
Donc il y a 5 pentes possibles. Je vais présenter l'Excel dans un instant pour plus de précision. Ensuite, donc le champ, la colonne numéro 6, surface après encombrement. En fait, ici, elle est calculée sur base donc, de la surface dessinée et de l'encombrement. Ensuite, donc on est toujours bien ici en mètres carrés, évidemment. La colonne suivante, c'est une surface de capteur. Et donc ici, il y a une formule qui est appliquée. Et donc, en fait, on va tenir compte de, donc, sur base on prend la surface après encombrement et on lui applique un coefficient de calpinage, puisque vous avez une surface de toit, mais naturellement, chaque centimètre carré de votre surface ne va pas pouvoir être couverte par des capteurs photovoltaïques. Il y aura des pertes liées au calpinage, du fait que les panneaux ne vont pas exactement bien s'agencer sur votre toit pour le couvrir totalement. Ensuite, nous avons une colonne azimut orientation. Donc ici, vous avez la possibilité de donner une information sur l'orientation. Il y a 9 choix. Alors, il y a 8 points cardinaux, donc les 8 plus simples, on va dire. Et alors, il y a un 9e qui est dans le cas où vous avez une toiture plate. Et je vais y venir tout de suite. Benjamin, est-ce que tu peux cliquer sur la... Merci. Donc ça, c'est un peu le chemin dans l'Excel qui nous permet ensuite d'estimer 3 indicateurs du potentiel photovoltaïque. Donc c'est un peu le résultat final. C'est donc la puissance installable, qui elle est donc également calculée par une formule qui utilise la surface de capteur et en fonction des dimensions standards d'un panneau photovoltaïque, cette puissance est calculable et elle est exprimée en kilowatts-crête. Ensuite, le nombre de panneaux estimé, qui est aussi un indicateur qui est souvent utilisé par les installateurs et par les gens dans le monde du photovoltaïque, sera calculé exactement de la même manière, mais en utilisant un autre, donc la surface, en divisant par la surface standard d'un panneau. Et alors, finalement, la production annuelle estimée, qui est aussi du coup très, très importante pour la suite et qui, dans ce cas-ci, va être estimée grâce à une productivité du pan de toiture. Donc chaque pan de toiture étant donné son azimut, son orientation, c'est la même chose, et son inclinaison, donc via la pente du toit, ces deux facteurs vont déterminer une productivité pour le pan de toiture. Et ce, en fonction de la puissance installable de ce pan, on va pouvoir déduire la production annuelle estimée en kilowattheures par an. Alors, la productivité... Merci. Merci Benjamin. Donc, le fichier Excel présente ensuite une somme des indicateurs pertinents dans une ligne totale. Il n'y a pas de sous-totaux par bâtiment parce que ça aurait nécessité une dynamicité du fichier et donc de la complexité, mais vous pouvez bien sûr vous-même, si ça vous intéresse de vraiment faire des groupements, ben, vous faites une somme sur vos bâtiments pour avoir le détail. Par la suite, petit mot pour la suite, c'est effectivement, il faudra à un moment donné, une fois qu'on aura le potentiel de production, il faudra obtenir les consommations électriques de chaque site, ce qui sera abordé plus en détail dans un prochain webinaire. Et c'est le webinaire plus sur les modèles économiques et l'analyse de rentabilité. Voilà, donc je vais partager mon écran pour vous présenter l'Excel. Pardon. Ça, vous verrez où j'étais en vacances. Voilà. Donc l'Excel commence par une feuille d'introduction avec une liste des bâtiments et de leur adresse. C'est pour vous y retrouvez un peu dans
dans les bâtiments, et si jamais quelqu'un à l'avenir réutilise ce fichier, c'est pour en fait lier un petit peu, pour que les gens comprennent bien que quand on parle d'un certain bâtiment, dans cette feuille-ci, on sache de quel bâtiment exactement il s'agit, de son adresse. Mais voilà, c'est plus, à titre indicatif pour vous y retrouver plus simplement. Donc dans cette feuille-ci, on a, donc 5 exemples ici. Mais donc j'insiste sur le fait qu'on est vraiment au niveau pan de toiture, et donc chaque ligne est un pan de toiture, donc un bâtiment contiendra plusieurs lignes a priori. Les 2 premières colonnes sont donc bien un identifiant. Ensuite, grâce à l'exercice que Benjamin vous a présenté, vous aurez pu dessiner une surface que vous exprimerez. Olivier, excuse-moi, est-ce que tu peux un tout petit peu plus zoomer, comme qu'on est... Oui, bien vu. si c'est pas trop... Ouais, voilà, c'est très bien. Enfin, pour moi, c'est bien. Merci. OK, merci. Alors, donc la surface dessinée, ici on a pris des exemples, qui tombaient ronds. Voilà, vous avez du coup peut-être à ce moment-ci déjà retiré une partie du pan de toiture qui contenait par exemple, je ne sais pas moi, une ventilation, ou des cheminées, et vous avez déjà un petit peu travaillé en amont, enfin, vous avez déjà un petit peu retiré des surfaces, mais vous avez encore, un peu d'encombrement qui est, estimé à 25 de cette toiture-là. Du coup, vous aurez une surface après encombrement qui aura été calculée. Ensuite, je vois que nous avons un nouvel arrivant. Bonjour. Donc, je continue. Vous renseignez ici la pente, qui est donc un menu déroulant. Vous avez le choix entre 5 options, de 0 à 60. 0 étant donc une toiture plate. Et alors, la surface après encombrement vient d'être calculée. Ensuite, nous avons une surface des panneaux qui est donc, à laquelle on aura appliqué un coefficient de calpinage. Nous avons une surface déjà un petit peu plus, précise de combien de mètres carrés de panneaux auront pu être installés. Ensuite, nous avons donc l'azimut. Comme je vous l'ai dit, il y a les 8 points cardinaux, donc, que vous voyez ici, et la toiture plate. Alors, petite précision sur la toiture plate, on considère ici, lorsqu'on est sur une toiture plate, que l'on installe des orientations est-ouest, adossées, donc 2 rangées adossées est et ouest, avec, une inclinaison de 15 degrés, pardon. Ce qui est vraiment une bonne pratique, lorsqu'on est face à une toiture plate. C'est vraiment une optimisation de l'espace et de la production. Ensuite, Olivier, juste, il y a une petite question oui. sur l'estimation de la pente. Donc, la question est comment peut-on estimer la pente? Je ne sais pas si tu veux répondre ou si Oui. je... Alors, si vous avez une, la pente, oui, La donc pente du toit. La pente du toit. oui, donc si vous n'avez pas les données, cadastrales, je vais dire, Ouais, je peux répondre si tu veux. oui, d'accord. Bon, si la toiture est plate ou quasi plate, parce qu'une toiture parfaitement plate, ça n'existe pas, sinon on n'a pas d'écoulement d'eau, hein. Mais donc une toiture quasi plate, normalement, je pense que vous le savez, et donc vous pouvez mettre 0 sans problème. Voilà. Ensuite, la plupart des toitures, enfin, dans le résidentiel en tout cas, c'est pas spécialement le cas effectivement, mais la plupart des toitures chez nous font 30-35 degrés, entre 30 et 40 degrés d'inclinaison, quoi, pour le dire comme ça. Et donc si la toiture que vous observez donc c'est assez qualitatif comme estimation, première réponse. Deuxième, la méthode c'est voilà, si c'est plat ça va. Si vous voyez que la toiture a une inclinaison assez proche de ce qui est environnant, vous êtes à 30-35 degrés environ. Et puis entre les, je ne sais plus quelle est ta segmentation proposée. Voilà, donc ça part pas de 15. Voilà, donc le grand classique, c'est 30, quoi. Et donc, si vous êtes un peu moins, ben, c'est 40. 60, c'est quand même presque vertical, c'est assez rare. Et 45, c'est une pente qui est
plus que, que la moyenne que vous pouvez observer autour. Mais voilà, soit vous serez plat, soit à 30 degrés en fait dans la plupart des cas. Mais c'est relativement qualitatif, effectivement. Voilà. Alors, vous pouvez toujours, si vous avez vraiment du mal à faire une estimation, vous pouvez toujours, dans Google Street View, vous pouvez toujours faire des screenshots et un peu avec des vraiment. Alors je propose une autre méthode parce que là on va être dans l'approximation. Non, ou alors si vous avez un Velux, vous téléchargez une application sur votre téléphone avec un niveau et vous venez placer, vous ouvrez le Velux et vous placez enfin accès à la toiture en fait, hein, et vous placez votre téléphone sur la pente et il va vous donner la pente là très précise. Et alors vous choisirez dans le menu déroulant. Mais il faut avoir accès à la toiture, bien entendu. Plus précis, en effet. Donc voilà, après avoir défini quelle était l'orientation du pan de toiture, vous avez, donc ici je ne l'avais pas représenté dans les slides, mais vous avez une productivité associée, donc qui se quantifie en kWh par kW par an. Et donc ça dépend de l'orientation et de l'inclinaison, donc de la pente dont on vient de parler. Et alors, ensuite, vous avez la puissance installable donc en kW qui, elle, est calculée automatiquement sur base de la surface des panneaux et donc de dimensions standard d'un panneau photovoltaïque. Le nombre de panneaux est pareil, calculé automatiquement avec les dimensions standards. Et finalement, vous avez la production annuelle. Donc ici, vous avez vraiment les 3 indicateurs les plus importants du potentiel. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez donc en ligne 2 des sommes sur les champs les plus pertinents. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de l'Excel. Et vous avez une feuille paramètres si vous êtes curieux, qui présente d'ailleurs les potentiels de productivité, les productivités, pardon. Et donc voilà, vous avez la possibilité d'entrer tous les bâtiments et les pans de toiture dont vous êtes responsable et de pouvoir avoir un résultat pour l'ensemble de ces bâtiments. Voilà, est-ce que Benjamin, tu peux reprendre les slides? Je ne sais pas Oui, si vous avez des je questions, peux, oui, peut-être voilà, avant d'abord, de... est-ce que, voilà, Voilà. des questions sur l'Excel, hein. Je vois qu'il y a des questions dans le chat qui sont pertinentes, mais ici, ce serait bien Enfin, ici, on essaie de voir si, pour l'Excel, ça vous paraît clair. Et donc, ouais, il y a une question, effectivement, je vois la question sur la productivité, on en parlera tout à l'heure. L'outil considère-t-elle quelle puissance, pardon, pour un panneau? Je ne sais plus ce qu'on a renseigné pour l'instant. Donc, oui, la puissance... Dans les paramètres, hein. Peut-être que tu peux Voilà. montrer Alors, l'onglet des paramètres. si vous avez envie de modifier des paramètres, j'ai protégé cette feuille, mais je pourrais vous envoyer une version de l'Excel où vous pourriez jouer avec ces paramètres si vous le désirez. Et donc, ici, on a pris 400 watts crête par panneau et un panneau de 1,7 m² qui sont des dimensions assez standards sur le marché, bien que ces dimensions évoluent assez vite dernièrement, mais ce sont des données qui sont encore à jour. Peut-être que dans 5 ans, elles ne vaudront plus, n'auront plus la même valeur. Donc voilà, c'est comme ça que ça a été calculé. C'est ça. Et alors, vous observez du coup aussi le tableau sur la gauche qui, en fonction des orientations et des inclinaisons, estime un potentiel moyen annuel de kilowattheure produit, hors ombrage, hein. Donc de nouveau, on l'a dit en début, mais l'ombrage n'est pas intégré ici. Voilà. Ok.
l'étape suivante, sauf si vous avez encore des questions pour ceci, je vois qu'il y a un commentaire de la part de celui qui avait posé la question, donc c'est pas une question. Nous, maintenant, on vous propose ça, la mise en situation. Donc l'idée, c'est de vous laisser, on pensait, une demi-heure. Comme ça, il y a même le temps de se faire un café, de passer aux toilettes si c'est nécessaire. L'idée, c'était de vous donner une demi-heure pour que vous puissiez aller dessiner les pans, un ou plusieurs pans, un ou plusieurs de votre bâtiment, des bâtiments auxquels vous pensez. Vous choisissez l'outil de dessin que vous souhaitez. Voilà, vous faites l'exercice. Vous regardez ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et puis c'est dans une demi-heure, donc à 11h, je pense, je propose, sauf s'il y a une contre-proposition. Mais l'idée, ce serait, oui, c'est ça, c'est qu'à 11h, on se retrouve et vous aurez éventuellement des questions supplémentaires, vraiment sur la question du dessin. J'ai bien noté la question de la productivité, on y répondra après. Ici, vraiment, c'est pouvoir manipuler les outils de photo-interprétation, essayer les différentes logiques, enfin, essayez vos logiques à vous, en fait, hein, et alors revenez-nous avec vos questions. Vous pouvez aussi les poser dans le chat sans problème, et comme ça, nous, on pourra y répondre. La question, c'est pour calculer la pente, en fait, vous. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, en fait? Ouais. C'est dans le calcul de la pente? Pour être plus précis. En fait, on va peut-être repartir du début par rapport à ça. Au niveau des surfaces qui vont être calculées, que vous allez mesurer, pardon, il y a ici on a présenté deux cas, qui sont Wallon Map ici à droite et à gauche Google. Il faut savoir que sur Wallon Map, je l'ai dit je pense tout à l'heure pendant le webinaire, les pentes, les distances sont rectifiées. Donc, ah oui, non, mais vous voulez quand même savoir la pente, pardon, excusez-moi, je suis confus. Estimer la pente, oui. Pour qu'on puisse avoir la productivité, effectivement. Pardon, avec du grid. Oui, Quand on se positionne par rapport au bâtiment, il y a moyen de connaître la pente. Pour cela, il faut connaître, si vous voulez connaître l'angle avec les distances du bâtiment, il vous faudra vous avez besoin de l'hypoténuse et du côté adjacent. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas le déduire via Google Maps ou le Wallon Map. Par contre, si vous avez vraiment un plan du bâtiment, alors oui, si vous avez toute cette distance-là, vous pouvez déduire l'angle qui n'est probablement peut-être pas repris sur le plan. Et donc là, le lien de John Voss permet en effet de calculer l'angle précis de la pente. Sinon, pour la pente, moi, pour moi, la solution que je trouve la plus simple, mais comme je disais tout à l'heure, il faut avoir accès à la toiture. Donc, sur les smartphones, on sait télécharger une application, je vais vous la montrer, moi, je l'ai, qui est un niveau, en fait, hein, un niveau comme les niveaux de Charpentier. Voilà, je vous montre rapidement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un niveau. Et donc on pose son téléphone sur... on ouvre l'application, on la télécharge, on pose le téléphone avec l'application ouverte sur la pente, en fait. Et on a les degrés d'inclinaison. Voilà. De nouveau, hein, ce sont des éléments azimut d'inclinaison. On vous a donné des classes assez grossières, pour le dire comme ça. C'est pas non plus le truc le plus déterminant, c'est pour avoir une idée globale. Et c'est clair que c'est le passage de l'installateur derrière qui va faire ça. Donc, il ne faut pas avoir de grosses pressions par rapport à la détermination de ces éléments. Hein. On est sur une estimation de potentiel et on sait bien que c'est de l'ordre de l'estimation. Voilà. Mais si on n'a pas accès à la toiture, pour mettre son téléphone, on pourra vous mettre peut-être une sélection d'ailleurs d'applications que vous pourriez télécharger
pour mesurer. Ça, on peut aussi l'ajouter dans le PowerPoint. Mais donc, voilà, si vous n'avez pas accès, franchement, regardez par rapport aux toitures autour de vous, si c'est comme toutes les autres toitures. Donc, si elle n'est pas plate, vous regardez si c'est comme toutes les autres toitures, vous êtes à 30. Si elle est moins inclinée que les autres, mais pas plate, mais plus que plate, vous êtes à 15. Et autrement, enfin oui, on pourrait même, au lieu de faire 30, enfin 15, 30, 45, 60, on pourrait faire 15, 35, 60. Limiter les classes et vous serez dans le bon, quoi. On pourrait faire ça. Je ne sais pas si ça vous parle de limiter les classes, parce qu'à 35 degrés, franchement, la plupart des toitures sont à 35 degrés. Et puis un peu plus, ce serait 60, et un peu moins, ce serait 15. On va peut-être faire ça dans l'Excel, et comme ça simplifie et ça minimise les erreurs possibles. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à la pente, l'estimation de la pente. Donc, soit, déjà, je propose qu'on simplifie l'Excel en enlevant une classe, comme ça on est sûr de moins faire d'erreurs. Et on vous propose l'une ou l'autre application à télécharger sur les smartphones. Excusez-moi, j'ai ouvert une image et voulu la fermer et j'ai tout coupé. Ah, pas de souci. J'avais une question par rapport à l'inclinaison. Dans le fichier Excel, donc on propose d'encoder une pente à 0%, mais dans la pratique, quand on met des panneaux solaires sur une toiture plate, les panneaux, on les incline quand même, on ne les pose pas à plat. Tout à fait. Et j'ai l'impression, en fait, que enfin non, j'ai pas l'impression, je vois que quand je mets une pente à 0%, la productivité en kWh par kW crête par an est 934. Et si je les mets à 30 degrés, bah, ça augmente. Donc j'ai l'impression que quand on met 0 degré, on considère que le panneau va être à plat. Exactement. Ah, non. Normalement, quand non. Vous êtes à 0 degré de pente, donc la formule considère justement que vous êtes dans un cadre de toiture plate et du coup, elle va utiliser une configuration est-ouest à 15 degrés d'inclinaison. Donc en fait, pour le dire autrement, on vous demande d'estimer les pentes des toitures et nous, avec ces informations, on les traduit en installation solaire. Donc si la toiture est en pente, en général, c'est la même chose. C'est ça, on met les panneaux sur la pente et donc la pente des panneaux est égale à la pente de la toiture. Quand la toiture est plate, c'est un cas particulier. Effectivement, on ne met pas les panneaux à plat. Et donc nous, derrière, on a tout un tas de formules pour estimer la production, le nombre de panneaux qu'on va mettre dessus et leur productivité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait en toiture plate, c'est que on installe des panneaux inclinés dos à dos. Donc on fait des rangées de panneaux qui s'opposent et elles sont inclinées à 15 degrés. C'est le standard. On peut faire plus, etc. Mais le standard, c'est vraiment des panneaux de 15 degrés et qui sont adossés dos à dos. Des rangées de panneaux. On ne fait pas des rangées de panneaux parallèles, si vous voyez mes mains. Oui, je vois. On ne fait plus des rangées de panneaux parallèles comme ça. Pourquoi ? Parce que si je fais des rangées de panneaux parallèles, ma deuxième rangée ici, qui est derrière la première, je vais devoir l'écarter significativement de la première pour éviter l'ombrage de la première rangée sur la deuxième. Et donc, on perd beaucoup d'espace en toiture. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dos à dos comme ça. Et du coup, l'un qui aura été à l'est, l'autre à l'ouest. Et donc, nous, dans le fichier Excel, on a intégré tous ces éléments en un. Et donc, si vous nous dites c'est plat, on vous dit, OK, on sait qu'on peut utiliser de mémoire 90%, disons, de la toiture parce qu'on est dos à dos. Et on vous met une productivité annuelle qui correspond à 15 degrés d'inclinaison orientée est et ouest. Ok, super. Voilà. Je comprends. C'est toujours le problème de la toiture plate, c'est toujours différent. Je vois effectivement que la productivité, qu'on mette pente 0 ou pente 15, on est à 934 kW. Donc le travail qui vous est demandé est bien, qui vous est proposé, nous on vous demanderait, on vous aide à le faire,
c'est bien de déterminer le pan de toiture et pas de l'installation. D'accord ? Ok. Voilà. Je te laisse un peu la parole parce que j'ai de nouveau du bruit. Olivier. Et donc concernant, il y avait une question plus haut de Christophe Gobillon concernant est-ce que l'on répertorie même les toitures où la productivité est faible, inférieure à 700 kWh par an par kilowatt crête, par exemple. En effet, il y a des toitures des pans de toiture qui vont être, par exemple, au nord, orientés nord et beaucoup moins productifs. Cependant, une orientation nord avec une faible inclinaison de 15 degrés, par exemple, n'est pas si peu productive que ça, même si on a tendance à éjecter le nord des considérations. Et en fait, effectivement, si vous avez d'autres toitures qui sont orientées à des meilleurs azimuts que le nord, forcément, vous allez privilégier cette toiture-là. Mais une orientation nord pourrait être malgré tout utile pour une installation, puisqu'elle va quand même permettre, si faute de mieux, de faire de l'autoconsommation. Et c'est ça, en fait, l'autoconsommation qui est le nouveau moteur de la rentabilité économique du photovoltaïque à partir de 2024, puisque c'est vraiment l'autoconsommation dorénavant qui primera, qui va faire que vous allez ou non valoriser votre production solaire. Évidemment, voilà, donc l'orientation nord n'est pas à exclure fondamentalement, même si dans la grande majorité des cas, on n'installera pas au nord, puisqu'on aura d'autres opportunités, d'autres pans de toiture plus productifs. Alors oui. Oui, j'embraye ici. Et donc, en fait, c'est une excellente question qu'on n'avait pas prévu d'adresser ici, qui est plutôt parce qu'elle concerne plus un prochain webinaire qui est prévu le jeudi 29 novembre sur les modèles économiques et financement, mais surtout la notion de modèle économique. Donc, comme Olivier l'a dit, on entre dans une ère de panneaux solaires qui n'est plus à la productivité maximale. L'objectif n'est plus de produire beaucoup, mais l'objectif c'est de produire le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va favoriser des orientations est et ouest par exemple, mais on peut même aller au nord-est ou au nord-ouest. Et donc ici dans un premier temps on est dans l'estimation du potentiel. Donc oui, une surface de 700 qui a une productivité de 700 kWh par kilowatt crête par an peut être dessinée. C'est dans un deuxième temps, en fonction du modèle économique dans lequel on s'inscrit, qu'on va dire on va valoriser cette toiture ou pas. Mais ici, on essaie d'identifier le potentiel. Et s'il est faible, au moins on le sait. Maintenant, c'est clair que... Enfin voilà. Il est quand même très peu probable qu'on n'installe jamais sur une toiture au nord inclinée à 35 degrés. Hein. Mais voilà, l'idée c'est de se mettre moins de restrictions, je dirais, en termes d'estimation de potentiel que ce qu'on avait avant. Donc comme le modèle économique est à l'autoconsommation, on a intérêt à produire le plus tôt possible et le plus tard possible quand on est sur un même bâtiment. Comme ça, on est le plus souvent en synchronisation avec la consommation, d'une part. D'autre part, vous avez sûrement entendu, mais ce sera l'objet du webinaire du 29 novembre, qu'on peut commencer, enfin, ça va tout doucement arriver à partager l'électricité entre bâtiments voisins, etc. Et donc, même si, enfin voilà, plus tôt vous en avez, mieux c'est en fait, pour vous et éventuellement pour vos voisins. Donc, le potentiel d'ouverture est plus important sera plus important demain qu'aujourd'hui ou par le passé. Et donc, en termes de potentiel, soyons relativement exhaustifs. Je ne sais pas si ça répond globalement à la question. Je vois qu'il y a des mains levées. Est-ce que je peux... Donc, c'est moi qui avais posé la question. Est-ce que je peux oui. poser une question complémentaire? Désolé, j'étais pas là au tout début, mais est-ce que le but de tout l'exercice ici, c'est pour le SPW de déterminer quel est le potentiel maximum et comprendre ce qui se passe? Ou est-ce que le but, c'est plutôt de nous inciter à faire les démarches d'installation de panneaux solaires?
Un peu les deux, visiblement. Donc, nous, on travaille pour le SPW. On n'est pas du SPW, mais on est mandaté par eux pour faire ce travail ici. Et donc, alors, le SPW, visiblement, eux, souhaitent vraiment avoir une estimation du potentiel pour voir comment les choses peuvent être mises en œuvre demain. Le gouvernement, lui, voudrait que les choses soient mises en œuvre hier. Voilà. C'est parce que ici, cet exercice, je le fais déjà pour tous les bâtiments de la SPGE, en regardant aussi toutes les surfaces au sol. Super. Donc ici, c'est un exercice que je vais refaire pour le SPW, sans que ça m'aide spécialement, mais je suis très content si ça leur permet de capturer justement tout ce potentiel-là aussi. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vous qui avez peut-être posé la question sur les surfaces au sol? Oui, c'est moi. D'accord, ok. Ça a pas été il nous a pas été demandé et ça ne vous a pas été demandé en fait. Si, en fait, dans la circulaire, je vois qu'on parle de surface au sol, donc c'est ça que je comprends pas bien. Ok. Il y avait écrit que dans l'étape 1, il fallait transmettre votre état des lieux, entre parenthèses, nombre de bâtiments, taille des toitures, localisation, espace libre au sol. Ah oui, ok. Alors pourquoi pas, en fait, je pense que ça c'est tout à fait faisable et a priori dans l'Excel c'est renseignable. Par contre c'est vrai que ça va demander chez vous à mon avis une étape un peu de screenshot, hein. Voilà, faire une prise d'écran d'un parking, d'une zone enherbée, que sais-je. Et alors à ce moment-là, par contre c'est à vous d'estimer, de définir une orientation et une inclinaison pour ces éléments-là. Bon, l'avantage de la surface au sol, c'est que si c'est sur des parkings, par exemple, ce sera typiquement, c'est ce qu'on appelle des ombrières photovoltaïques. Clairement, vous dessinez un carré et ça, vous mettrez ça. Vous êtes sûr que la surface que vous dessinez, c'est presque une surface nette, quoi. C'est ce qu'on pourra mettre en panneau. Si vous dessinez au sol, alors là, ça dépend un peu du sol, hein. Si c'est un talus incliné le long de quelque chose, à vous d'essayer de l'estimer aussi, la pente et l'inclinaison. Si c'est tout plat, ça dépend. Est-ce que ça va être dos à dos comme sur une toiture plate ou autre chose? Voilà, ce sera un peu à vous d'imaginer finalement une configuration. Est-ce que du coup je peux bypasser... en fait, je sais déjà combien de kilowatts crête je peux mettre par site, sur tous les sites, au sol et en toiture. Mais par contre, faire vraiment le travail d'inclinaison et compagnie, oui, non. C'est pas obligé. Je connais le potentiel d'installation, mais le calcul du productif, ça c'est une étape en plus. C'est ça. En fait, ici, soyons clairs, hein, l'objectif du webinaire et des outils ici, c'est de vous aider à définir si vous êtes bloqué. Si vous avez une autre méthode ou je sais pas quoi qui vous permet en toute tranquillité de votre côté d'estimer les choses, allez-y. C'est pas et donc voilà, il faut pas refaire le boulot s'il est déjà fait non plus. Ici, l'idée, c'est vraiment que ça aide et que ça facilite, mais c'est une proposition. Hein. Voilà, il y en a peut-être qui sont plus loin. Donc vous ne devez pas suivre ça absolument, quoi. Non, mais ça veut dire alors que je peux partir de votre fichier et le modifier. Éventuellement, ouais. C'est un outil pour vous aider, donc il faut que ça vous aide en fait. Si ça vous contraint, ne le prenez pas. Voilà. Merci. Olivier tout à l'heure a parlé de calpinage, et donc ce qui est vrai, c'est que parfois aussi le dessin, dessiner une toiture et puis venir déduire les éléments d'obstacle, c'est une méthode qui est possible, hein. Dans certains cas c'est utile. Mais attention à cette méthode, pourquoi ? Parce que quand je viens juste déduire mes fenêtres de toit, j'enlève la surface, mais il est possible que la localisation de ma fenêtre de toit sur la toiture globale fasse qu'en fait, je ne sais pas mettre de panneau à gauche, à droite ou en bas de ma fenêtre de toit. Et donc, ou un Velux, hein, c'est selon. Et donc, il n'y a pas que la taille du Velux qui fait que j'ai moins de surface équipable, mais c'est aussi sa position.
Et donc, éventuellement, je perds tout un bord de toiture parce que le Velux, il est trop au bord. S'il est un petit peu moins au bord, ben, je peux encore mettre un panneau à gauche et un panneau en dessous. Mais s'il est trop proche d'un des bords, je perds plus que sa surface à lui. Donc la méthode, je pense c'est la 2. Je vais remonter au niveau des slides ici. Enfin, la 2... Où est-ce qu'elle était ? C'est ça, la méthode des surfaces dessinées à déduire. Parfois c'est très utile et parfois il faut s'en méfier par rapport au fait qu'on va sous-estimer en fait, les obstacles. Donc voilà, mais on peut mettre des classes plus importantes donc par 10% si ça vous aide, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc surface à déduire, les pourcentages d'encombrement ou bien par partie. Un peu à vous de voir. Ok, très bien. Ah voilà, quelle zone d'encombrement vous avez? Ouais, ben voilà, bonne question. Pour donc, Mais oui, l'image, en fait, c'est une toiture. J'ai fait l'exercice sur une école que je connais bien, sur l'école où j'ai été quand j'étais gamin. Et c'est une toiture plate de hall sportif. Et dans l'exercice, je ne l'ai clairement pas considéré parce que, comme vous dites, on pourrait calculer les surfaces entre les petits hublots. Mais on ne sait pas combien de panneaux, effectivement, on peut mettre entre deux hublots, que ce soit dans le sens nord, enfin, dans longueur ou largeur, à moins de connaître exactement la dimension du panneau et d'être technicien pour dire, voilà, là, il faut autant de centimètres ou autant de mètres. Donc, je trouve ça très compliqué pour ce genre de toiture. Vous avez l'adresse éventuellement, comme ça, je peux vous proposer ce que moi, je ferais. Oui, c'est l'Athénée Verdi à Verviers. Alors, je vais aller sur Wallonmap parce que Verviers déjà. En fait, l'adresse, c'est rue des Wallons. Attendez, je réfléchis. Oui, rue des Wallons. Sinon, voilà, je suis sur Verviers. Plutôt sur Stambert. Stambert, c'était... Mettez un peu rue des Wallons. Rue des Wallons. Oups. Il y en a beaucoup, des rues des Wallons. Aussi. Oui, rue des Wallons, Stambert, oui. C'est partout. Oui, Stambert, c'est STE, je ne connais pas. STEMBERT. Qu'est-ce qu'il va me prendre? Rue, ouais, et là. Voilà. Ah, ok, je vois le bâtiment. Voilà, vous êtes juste dessus. Voilà. Moi, si je devais dessiner, bon, c'est vrai que c'est pas le bâtiment le plus. Le zoom. Alors, globalement, un petit commentaire sur Wallon Map. Moi, je le préfère à Google. J'arrive à mieux zoomer et du coup, je trouve que c'est plus précis. Mais le zoom est très capricieux. Enfin, si vous le faites avec votre pad. Alors, moi, si je devais dessiner ça, là, je ferais plutôt la méthode par partie. Donc, typiquement, moi, je ferais ça. Je dessinerais ici. Voilà. Et je ferais mes petites zones comme ça. Parce que pour moi, je vois là, avec la surface, clairement, là, on sait en mettre un, quoi. Enfin, on sait mettre une ou deux rangées à voir. Et en fait, je sais le mettre ici, mais je peux mettre la même ici, donc je ne vais pas la redessiner, et je peux mettre la même là. Je sais au moins en mettre 3. Ici, j'ai un petit doute, parce que j'ai l'impression que c'est une toiture quasi plate, mais avec quand même ici une rupture de pente. Voilà, donc moi je dirais, là je sais mettre 1, 2, 3 fois ce que je viens de dessiner. Et ce que je dessinerai d'autre, c'est éventuellement ceci. Hop. Et là, je vais jusqu'à, je ne sais pas si vous la devinez, mais il y a comme une rupture de pente là où il y a l'espèce de cheminée. Oui. Voilà. Et à mon avis, je sais mettre de ce côté de la rupture de pente et je sais mettre la même chose ici. Donc j'aurai 3 fois la première et 2 fois celle-ci. Okay. Je ne sais plus combien faisait la première. Ça, c'est ce que je dessinerai. Et alors, il y a celle-ci qui est intéressante. Enfin, oui, moi, ça j'avais considéré celle au sud, au sud-est et à l'ouest. Mais alors la grande, j'ai pas passé mon temps, effectivement. Parce que alors le problème, c'est que la zone que vous dessinez, est-ce qu'on sait vraiment en mettre 2 à quelques centimètres près? Un entrepreneur pourrait vous dire, ah ben non, moi il me manque 3 centimètres. Oui, tout à fait. Mettre une, quoi.
Tout à fait. Mais donc ici, sinon, j'ai de nouveau du bruit. Juste pour estimer, donc là j'ai 57 x 3, ça fait 150. Je vais arrondir à ça. Donc 150 mètres carrés plus 2 fois 60, c'était mon autre petit, ça fait 120. C'était 60. Hein, donc attendez, je suis à 150, j'essaie de. 150. Allez. Oups. 150, ouais, 60. 150 et 120, donc j'arrive à 270 mètres carrés. Et donc si je devais estimer l'encombrement, franchement c'est vraiment compliqué. Donc votre question est tout à fait pertinente. Hein. Moi ici je ne travaillerai pas avec des pourcentages d'encombrement, parce que si je devais estimer, je ferais comme ceci. Donc j'avais 270 dans mon premier calcul, là j'ai 1174. Donc 270 c'est un cinquième de ça, si je ne calcule... si je ne me trompe pas, Ouais. ou un quart, quoi. Donc ça veut dire qu'on a quasi 75% d'encombrement. Or, moi perso, j'aurais jamais dit qu'il y avait 75% d'encombrement. Je redis 50, moi. Voilà. Et donc c'est là les limites de la méthode avec les pourcentages d'encombrement, et que j'aime bien la méthode par partie. Voilà. Mais du coup ici, c'est un chouette cas. Merci de l'avoir proposé. Enfin, je trouve que c'est assez illustratif. Et sinon, pour votre question ici, il manque 2-3 cm, etc. Il faut avoir à l'esprit aussi que les installateurs peuvent avoir une marge de manœuvre. Alors dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait vrai, c'est vrai, mais sur une toiture, on peut placer la marge de manœuvre que les installateurs ont, c'est l'idée de pouvoir placer les panneaux soit en portrait ou en paysage. Oui. Maintenant, ça c'est vrai sur une toiture inclinée. Sur une toiture plate comme ça, c'est pas le cas. On les met toujours en paysage. Mais donc effectivement, on peut avoir l'un ou l'autre centimètre qui déclasse quasiment totalement une rangée. Mais ça, de nouveau, c'est impossible à dire avec les outils qu'on a ici. Non, c'est un affinage qui doit être fait par étude. Oui, oui. Voilà, attendez, je vous remets en bas parce que c'est pas ça que je veux partager. De toute façon, l'outil est quand même plus porté sur des ordres de grandeur. On n'est pas. C'est ça. Non, voilà, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui? Pardon, une question. Là, on calcule le potentiel solaire. Moi je pense qu'il faudra déjà connaître son installation électrique parce qu'on ne sait pas injecter autant qu'on veut sur une installation électrique. Donc, il faudra commencer par connaître si j'ai un transfo de son KVA. Je ne peux pas injecter, même si j'ai une toiture d'un All Omnisport qui me permet d'injecter. Donc, techniquement, ça ne sert à rien de surdimensionner une installation et la brider par après. Et se renseigner aussi par rapport au gestionnaire de réseau, qu'est-ce qu'il accepte. C'est une excellente remarque. Je me permets de revenir à ceci, à ce slide-ci. Oups. Donc dans les différents webinaires, on a donc le premier, c'est l'estimation du potentiel solaire. Et a priori, on le fait en ignorant tout ce que vous venez de dire et en ignorant les productivités. Mais il est vrai que le résultat final ne peut pas ignorer ça, ce serait absurde. Mais donc le potentiel, c'est vraiment, entre guillemets, le potentiel maximal par rapport à l'encombrement de toiture existant, quoi. Parce qu'en plus, il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas encore mentionné. Peut-être que la toiture n'est pas assez solide pour accueillir les panneaux en termes de poids. Mais ça, de nouveau, la solidité de la toiture, c'est laissé pour un installateur. Et effectivement, ici, on a le webinaire 2 qui va plutôt parler des démarches administratives liées entre autres au raccordement. Et donc évidemment, là, on va voir, tiens, le potentiel est important. Si je mets tout, ça voudrait dire telle capacité de raccordement. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Si elle n'existe pas, quelles sont les démarches pour le faire? Et donc, en fonction du projet retenu, forcément, on va intégrer ou pas ces éléments. On se limite au raccordement ou bien non, on décide d'investir parce que pour plein de raisons qu'on identifie peut-être dans le modèle économique. Il y a beaucoup d'impact parce que le gestionnaire de réseau, il a son mot à dire déjà. Ça, c'est une chose. Et l'état des cabines haute tension, parce que dépassant une certaine puissance, si la cabine n'est pas conforme, donc, avec les délais maintenant de recevoir une cabine, 46 à 52 semaines, donc ça peut retarder tout un projet pour mettre en conformité une cabine. Tout à fait. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là.
Tout à fait. Mais disons qu'ici, vraiment, l'objectif, c'est de dessiner, d'estimer le potentiel sans en tenir compte, dans un premier temps, enfin, avec l'outil qu'on vous a proposé, etc. Mais Si. par rapport à un projet final, effectivement, c'est pas suffisant. Mais ici, le webinaire aujourd'hui, c'était vraiment sur comment dessiner les surfaces pour les estimer mieux. Monsieur Wilkin, je peux me permettre de rajouter quelque chose? Je vous en prie, oui. En tout cas, sur tous les projets que je vois, en général, c'est possible. Donc, peu importe la taille de la station, ce sera peu importe le nombre de panneaux et la centrale photovoltaïque qu'on mettra, il y a une solution technique qui existe pour pouvoir effectivement raccorder ça. Et peut-être qu'il faudra changer de transformateur, ou peut-être qu'il faudra une nouvelle cabine haute tension, et peut-être que le gestionnaire de réseau va demander un contrat flexible pour éviter qu'on puisse réinjecter trop sur le réseau. Dans tous les cas, ce sera possible, mais ça, j'imagine que que après, le faire ou non, ça fait partie du modèle économique et il faut voir si c'est toujours rentable pour nous. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est toutes d'excellentes remarques. Je remets juste le contexte d'aujourd'hui qui était juste sur l'estimation via des outils de dessin et un Excel du potentiel de positionnement de panneaux. Sans contrainte. On n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème de raccordement réseau, c'est facile, quoi. Voilà. Ok, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou des suggestions. J'ai une dernière question pratico-pratique concernant le planning. Quand vous dites jeudi 29 novembre, vous parlez du mercredi 29 ou de jeudi 30? Je pense qu'il y a une petite erreur. C'est bien possible. Vu que ce n'est que des jeudis, j'ai tendance à croire que c'est jeudi 30, mais pour être sûr, je peux planifier. Oui, c'est un jeudi, donc je pense que je me suis trompé. Pardon, c'est jeudi 30. Ok, parfait. Ok, super. Merci. Eh bien, on va corriger ça. On va mettre différents ajouts, etc. dans cette présentation suite à l'échange d'aujourd'hui. Et on va vous renvoyer tout ça par mail. Donc l'Excel, je ne sais pas si on va le corriger un petit peu, mais en tout cas l'Excel et cette présentation. Et voilà. Et j'ai trop de bruit, je laisse Olivier clôturer. Relativement bien clôturé, il n'y a plus grand chose à faire. Mais donc voilà, merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des remarques qui apparaîtraient plus tard que maintenant. On est disponible évidemment. J'avais aussi un petit commentaire par rapport à une réponse que vous avez donnée concernant le nombre de panneaux installés, donc la puissance totale installée. Vous avez parlé du fait qu'actuellement on vise la production, donc la propre consommation, production égale consommation, autosuffisance on va dire. Il peut arriver dans certains cas que, par exemple, un établissement scolaire dans un quartier équipé avec des panneaux photovoltaïques, il peut arriver, et on le vise aussi, que l'établissement fait partie d'une communauté de partage d'énergie, que ce soit renouvelable ou citoyenne. Et donc, dans ce cas-là, il faut l'anticiper déjà au moment de la préfaisabilité de projet, au moment du calcul du nombre de panneaux. Soit il faut prévoir ce qui va couvrir l'autosuffisance, donc la production, et en sachant que laissons la liberté en tout cas de pouvoir ajouter des panneaux supplémentaires si on intègre une communauté, soit d'office, depuis le début, prendre le maximum possible et penser à la revente, à la participation à la communauté d'énergie, le fait de devenir fournisseur d'électricité pour le voisinage. Et donc, je dirais c'est au cas par cas. Sachant que, évidemment, quand vous mettez plus de panneaux, bah, ça vous coûte plus cher, etc., etc. Il y a d'autres critères qui interviennent, mais je suppose peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans les prochains webinaires. Exactement. C'est l'objet du webinaire 3 avec les modèles économiques. Et c'est pour ça que l'idée de l'estimation du potentiel se fasse de manière maximaliste.
voilà, pour ne pas dire à un moment, ah, mais finalement, on va faire une communauté C'est ça. d'énergie. Ah, mais alors on peut en mettre plus. Mais combien est-ce qu'on s'en met de plus? Ah, mince, on n'a pas calculé. Donc, on le calcule au maximum dès le début, quitte à enlever, en fait, certains pans de toiture parce que des problèmes de connexion, parce que c'est trop cher, je sais pas. Mais au moins, si on en a besoin, parce que oui, on partage l'électricité et qu'on n'a pas de problème de connexion, disons, eh bien, on sait qu'ils sont déjà là. Voilà. On part du Parfait. plus vers le moins, si Vers le nécessaire. moins. Voilà. Oui, c'est Voilà. important déjà au moment de faire les dessins et de calculer. On peut se dire, ouais, bah, cette partie-là de l'acteur, je ne la prendrai pas, c'est pas intéressant. Mais finalement, si on veut le maximum, le potentiel, en tout cas, on peut. C'est deux démarches différentes, c'est deux options fait. différentes. Tout à fait. Et il y a une démarche maximaliste, on prend le taux, toute surface exploitable, utilisable, et une démarche minimaliste où je me limite à ma propre production. Et dans un premier temps, c'est le potentiel, et donc Parfait. on ignore la consommation, que ce soit Très la bien. nôtre ou celle des autres. Ok, parfait. C'est l'objet de cet exercice-ci. Merci. Excellent. Ok. Ben, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu apporter des informations utiles. Peut-être qu'on se recroisera lors d'un prochain webinaire. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. On y est presque. Et peut-être une prochaine. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci Au à vous. revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.